You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Salut à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Fly Podcast Fly. On va s'intéresser évidemment à nos Eagles de Philadelphie une nouvelle fois avec la team habituelle. Bonjour à Victor Roulier, comment ça va ? Salut, bonjour à tous, ça va bien, très heureux de vous retrouver. Évidemment de Touchdown Actu, Victor. Bienvenue avec Loïc qui gère le compte des Eagles France sur Twitter, notamment. Bonjour Loïc. Bonjour Grégory, bonjour Victor, bonjour à tous. Bon, on s'est intéressé de manière enflammée à la draft. On a fait l'équipe de la decade, l'équipe des 10 dernières années. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement à de l'émotion pure et dure. On n'est pas dans de la technique là dans ce nouveau podcast. On est dans du frisson, on est dans du poil qui s'hérisse, qui se met au garde à vous quand on repense à des moments ou aux larmes qui coulent. Lorsqu'on repense à d'autres moments, on va vous offrir nos top 3 des meilleurs moments victorieux ou des pires déceptions vécues avec cette équipe-là. Ce qui est certain, les gars, c'est qu'on a une équipe qui génère de l'émotion. Autant il y a des équipes qui servent à rien, autant celle-là, que ce soit au niveau des fans, au niveau du stade, au niveau des joueurs, au niveau des résultats, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et la dernière saison, on est la plus belle des références, hein. Je veux dire, avec des hauts, des bas, beaucoup de bas et puis des hauts qu'on n'attendait pas. Et on a même réussi à être déçu d'une élimination qu'on imaginait complètement évidente pourtant quelques semaines avant. On va commencer avec toi, Victor, puisque tu es aussi l'initiateur de ce top 3. Tu avais envie qu'on parle de ces moments-là, de ces moments victorieux, de ces moments tristes. Et vous allez le voir, curieusement, on n'a pas tous les mêmes goûts et on n'a pas tous les mêmes souvenirs. C'est pas d'ailleurs forcément lié à l'âge. On commence avec les bons moments et Victor, quel est pour toi celui que tu veux évoquer en premier ? Alors, au niveau des bons moments, moi je vais me concentrer parce on a aussi essayé de répartir pour évidemment pas tous parler des mêmes choses. On va pas tous les trois parler du Super Bowl, de ce qu'on a ressenti à telle action. Du coup, je vais me concentrer un peu sur les années 2000 et la première chose, peut-être un de mes premiers grands frissons, c'est la fin de la saison 2008. Alors, il faut savoir, pour ceux qui suivaient pas forcément les Eagles à cette époque-là, qu'on a eu globalement la meilleure équipe de la NFC de 2000 à 2005. Bon, on n'a fait qu'un seul Super Bowl parce qu'on a beaucoup perdu en finale de conférence, j'y reviendrai. Mais on avait globalement l'équipe la plus dominante. Et là, on se retrouvait un peu dans un moment, on va dire, à la fin de la dynastie. Et on a eu un dernier coup d'éclat, c'est cette saison 2008. Parce qu'en fait, on se retrouve à la semaine 16. On a 8 victoires, 5 défaites et un match nul. Et à ce moment-là, on perd de manière catastrophique contre les Redskins 10-3 en début de soirée. Et à ce moment-là, on est quasiment éliminé. Il faut des miracles dans tous les sens. Il faut 7 ou 8 miracles, je sais plus, d'affilée pour que ça se passe. Donc là, tout le monde remballe en disant c'est bon, la saison est finie, merci, au revoir. Finalement, la semaine 16 se passe et tout se passe comme prévu. On arrive semaine 17. Là, ça reste très compliqué puisque on doit battre les Cowboys. Mais avant, on doit avoir les Buccaneers qui doivent perdre contre les Riders. Les Riders de l'époque sont catastrophiques. Et on a besoin que les Bears perdent contre les Texans. Ces deux matchs-là sont à 19h. Je me souviens très bien de cette soirée. C'était une époque d'ailleurs où on n'avait pas tous les matchs en direct et le match dont je vais parler, je l'ai même pas vu en direct, j'ai vu sur NFL.com avec des petites flèches qui disaient qu'on avançait ou qu'on reculait. Les plus vieux d'entre nous connaîtront ça et j'ai vu le match en différé le lendemain une fois que j'avais téléchargé. Et donc finalement tout se passe comme prévu. On se retrouve face aux Cowboys qui sont favoris et on doit les battre. Et alors non seulement on va les battre, mais on va même gagner ce match 44-6. 44-6, c'est un truc de fou. On les défonce du début à la fin, et notamment dans le troisième quart-temps, en 2 minutes, on retourne 2 fois des fumbles pour plus de 60 yards, voire même, il y en a un des deux pour quasiment 90 yards, et
c'est vraiment, on se retrouve à les exploser. Tout le stade célèbre pendant un quart temps et demi un match qui devait être le match qui enterre la dynastie et qui finalement est le dernier coup d'éclat de Andy Reid et de ses équipes à ce moment-là. C'est un match sensationnel parce que battre les Cowboys, déjà c'est sensationnel, de base on aime ça. Et dans ces semaines 17 où tout se joue, où vraiment on est miraculé et on se retrouve à gagner ce match de cette manière-là, avec Terrell Owens en face qui nous chambre avant le début du match et qui rentre pleurer chez sa mère à la fin de troisième quart-temps. Enfin vraiment, c'est le genre de match, on les oublie pas. Et cette saison 2008, c'était pas la plus belle par rapport à ce qu'on avait connu la saison d'avant, mais quel kiff. Ouais, c'est vrai que c'était un très beau souvenir, tellement inattendu. Quand je parlais d'émotion avec cette équipe, les montagnes russes, c'est exactement ça, hein. Je crois que ça résume aussi ce qu'est cette franchise, Loïc. Ouais, en plus, je crois qu'après, derrière, les Eagles, ils gagnent 2 matchs à l'extérieur en playoff. Et ils passent à un quart-temps et Larry Fitzgerald d'aller au Super Bowl contre les Steelers C'est ça, on quelques perd, semaines après. on gagne les wildcards des divisions et on perd en finale de conférence contre les Cardinals, ouais, qui est la 5e finale de conférence d'Andy Reid et la 4e défaite. Ça fait mal, ça. On y reviendra tout à l'heure dans les déceptions. Loïc, à toi, vas-y, fais-nous revivre un beau moment. À un bon moment, je vais commencer par le plus ancien, c'est le Miracle of Meadowlands 2 en 2010. Donc c'est la victoire des Eagles contre les Giants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on était en semaine 15 et les Eagles et les Giants étaient en lutte pour la première place de la division. Et la première mi-temps est une catastrophe puisque les Giants mènent 24-3 à la mi-temps et même 31-10 à 8 minutes de la fin. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il me saoule, j'ai envie d'éteindre l'ordinateur, c'est bon, on a perdu, c'est fini, ils font chier. J'ai perdu ma soirée. Et au final, je me dis, je vais quand même continuer à regarder. On va pas lâcher comme ça, parce qu'il y a un mauvais moment. Et au final, le miracle va arriver, puisqu'en 8 minutes, ils vont réussir à inscrire 4 touchdowns. C'était complètement fou, entre Vic qui évitait les rushers qui lui arrivaient dessus et qui arrivait à courir 20, 30, 40 yards. Il y a des bombes à Selec. C'était totalement incroyable. Moi, je me souviens, mon petit frère regardait aussi. Il avait éteint. Pour lui, les Giants avaient gagné. Et puis surtout, il va arriver l'action incroyable à la toute fin où les Giants punt. Il y a 31 partout. Il reste une dizaine de secondes. Les Giants punt, on ne sait pas pourquoi le punter ne met pas le ballon en dehors du terrain. DeSean Jackson reçoit la balle, il lâche la balle, la récupère et va réussir à remonter tout le terrain avec un énorme bloc de Jason Tavant à la fin pour entrer dans la end zone alors qu'il reste 0 secondes. Là, franchement, je crois que j'ai sauté partout chez moi. J'étais prêt à tout casser de bonheur. C'était, je crois, l'un des fins de match les plus incroyables que j'ai pu voir. Ouais, c'était fou. Ouais, c'était complètement dingue. Je pense qu'on a tous hurlé devant notre télé à ce moment-là, quoi. Vraiment, c'était assez dingue. Moi, je vais en donner un aussi. On va tourner comme ça, les garçons, ça vous va? Hein, Très bien. 1-1-1. Vous avez parlé de match. J'aurai un autre match. Moi, je reviendrai sur un autre match de saison régulière contre d'autres rivaux. Je ne prendrai pas les Giants. Je vais parler de la sélection de Carson Wentz. Pour moi, parmi les bons souvenirs. Parce que vous le savez que j'ai une énorme passion pour les quarterbacks des Eagles. Je vous ai déjà parlé de Michael Vick dans les projets de la décade. J'ai évidemment un amour fou pour Donovan McNabb. Beaucoup de respect pour Nick Foles. Et évidemment, mes premiers amours, mes premiers émois pour Randall Cunningham, qui m'a fait aimer cette franchise. Ce maillot, ce logo, voilà, ça part de ça, hein, souvent. Ce qu'on disait, c'est... Il n'y a pas de raison pourquoi, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais voilà, j'ai été attiré par ça. Et je sais qu'on souffre à ce moment-là de ce manque de quarterback charismatique, talentueux, et à quel point c'est une ligue de quarterback, parce qu'on peut défendre tous les postes du monde, ça reste une ligue de quarterback, la NFL. Et quand il y a cet échange massif
de tours de draft. On en envoie 3 de notre top 100, on envoie premier, second tour de l'année d'après. Enfin, vraiment, pour récupérer la deuxième place de Carson Wentz, on fait comment vous dire, un marché de dingue. Je veux dire, quelque chose qui mérite le deuxième pick. Et je l'avais repéré, moi, Carson Wentz. Moi, je suis pas le seul, hein. Je suis pas en train de vous dire que je l'avais repéré alors que d'autres l'avaient pas repéré. Je suis en train de vous dire que je trouvais que ce garçon avait les qualités athlétiques, les qualités mentales pour jouer aux Eagles. Parce que les Eagles, c'est un peu comme le PSG ou l'OM si vous suivez le foot. C'est une franchise un peu particulière. C'est-à-dire que c'est une franchise qui a une histoire avec des quarterbacks qui ont réussi puis d'autres qui ont échoué. Bon, on va pas citer tous ceux qui ont échoué parce que ça pourrait être un peu long. Mais Carson Wentz, il vient d'une petite fac. Il est pas sous les feux de la rampe. Au début, on se dit tiens, c'est un garçon qui peut éventuellement faire milieu de deuxième tour. Et puis ça grimpe. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut faire premier tour, mais fin de premier tour. Et puis je sais pas si vous vous souvenez, Loïc et Victor, ça commence à avoir une petite hype autour de Carson Wentz. On nous dit c'est finalement peut-être top 15. Et puis il passe les évaluations, parce qu'il y a des évaluations qui sont faites. Puis on s'aperçoit qu'il est très athlétique, qu'il court vite, que c'est pas juste un mec qui peut rester dans sa poche. C'est quelqu'un qui a un très bon bras. C'est quelqu'un qui résiste à la pression, c'est quelqu'un qui est capable de lancer une balle dans des petits espaces, ce qui d'ailleurs il a démontré très très vite. Et là que je commence à m'emballer tout seul, sans voir finalement d'image de ces matchs universitaires en dehors de ce qu'on peut voir sur YouTube, et je me dis, ce gars-là est le gars qu'il nous faut. Je peux pas imaginer que malheureusement il aura cette Skumo jusqu'à présent en playoff, mais les résultats jusqu'à présent nous prouvent que ce garçon est un franchise player, que ce garçon peut emmener cette équipe au Super Bowl. Et Carson Wentz, c'est typiquement le joueur de foot qui est électrique, pas comme Deshaun Jackson, mais qui est capable, allez, de vous porter comme de vous agacer. Et il l'a prouvé cette saison. Pendant 4 matchs, vous avez envie de l'insulter, en train de dire « Mais pourquoi tu joues comme ça, même s'il te manque tes receveurs ?» Et puis derrière, quand ça compte, quand faut gagner les matchs, quand faut emmener l'équipe en play-off, bah, qu'est-ce qu'il a fait dans cette fin de saison? Il l'a fait. Et moi, Carson Wentz, je me souviens de son premier match professionnel. Je me souviens de son deuxième match. C'était propre, c'était carré. Vous vous souvenez, hein, c'était pas complètement fou ces premières rencontres. Mais il faisait ce qu'on lui demandait de faire, aux ordres de Doug Peterson. Et on sent quand même que ce mec-là, 1m90, 108 kg, longueur de bras de 84 cm, il a tout pour devenir MVP de la ligue. Voilà, je vous le dis, ce garçon, si les blessures l'épargnent, alors aux Eagles c'est un peu facile, si les blessures l'épargnent, il sera MVP. Donc moi, ce souvenir de ce bison de North Dakota State qui arrive en deuxième choix, où on se dit, eh ben, il va nous mener au Super Bowl, et mine de rien, avec Nick Foles, il nous emmène au Super Bowl, ça reste un très très beau souvenir, parce que j'ai vécu cette draft en me disant, il faut qu'on le prenne lui et pas Jared Goff, et j'ai été exaucé. Voilà pour Carson Wentz. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc sur cette draft-là. Jack Wentz, en fait, en 2017, il aurait été MVP s'il s'était pas blessé. Hein. Ah ouais, il a déjà joué comme un MVP. Hein. Donc, oui. On espère vous qu'il va comprenez, refaire ça. Hein. non, parce que je comprends par rapport à vos choix et ce qui va arriver derrière. Mais on comprend qu'on parle aussi de nos choix pour pas être répétitif d'ailleurs et pour s'ouvrir aussi sur l'avenir et que comme on a vécu la draft ensemble et qu'on l'a commenté, qu'on en a fait évidemment 2 podcasts, je trouvais pas mal de revenir sur une draft très mouvementée et à mon avis très intelligente. Ouais, bah en plus c'est quand même un pari énorme. Enfin, oui. à partir d'un moment, quand tu lances toute une draft pour récupérer un quarterback au 2e choix, quarterback qui en effet venait de 2e division, donc qui au début était pas très scruté, et quand il est arrivé au combine, finalement, il a été beaucoup plus regardé, mais c'est vrai que c'est un choix énorme. Lancer tous ces pics de draft sur un quarterback, c'est quelque chose qui peut être une récompense extraordinaire. Mais on a vu aussi certaines équipes, le pauvre Robert Griffin, je veux pas lui taper dessus parce qu'il y a eu des blessures qui l'ont pas aidé, hein. Mais quand on voit ce que les Redskins sont donnés, quand on voit ce que les Redskins ont donné pour Robert Griffin et ce qu'ils ont récupéré malgré tout à la fin, et c'est pas que de la faute de joueur, mais forcément ça plombe une équipe pendant des années. Donc c'est surtout qu'en plus Wentz, comme tu l'as dit, Grégory, venait d'une petite fac, il venait de la 2e division. C'est-à-dire qu'un an avant la draft, Wentz, personne n'en parlait. Mais pas du tout. Et puis, t'as eu le Senior Bowl qui l'a mis en valeur. Et puis, comme tu l'as expliqué, Greg, il est monté dans les boards de partout. C'était un bon choix. Moi, je trouve, voilà, c'était un beau souvenir, en tout cas, cette draft-là. Victor, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe derrière dans ton petit cœur?
On enchaîne. Alors là, c'est totalement personnel parce que c'est pas un souvenir, c'est une saison entière. C'est la saison 2007 de Brian Westbrook. Parce que si toi, Randall Cunningham a fait vibrer ton petit cœur, moi c'est Brian Westbrook. C'est clairement le joueur que j'ai le plus aimé depuis que je regarde les Eagles. C'est même aujourd'hui toujours mon joueur préféré. C'était un joueur qui a pas eu une immense carrière, c'était pas Marshall Faulk, mais il a eu des bonnes saisons et 2 incroyables saisons qui sont 2006 et 2007. 2007 où il devient All-Pro. C'était un running back qui était capable de courir. Il fait 1333 yards et 7 touchdowns. Mais aussi de recevoir des ballons. Il fait 771 yards et 5 touchdowns. Aujourd'hui, dans la ligue, en 2020, si j'ai à quelqu'un, c'est un running back qui peut capter des ballons, il va me dire, ouais, génial, la moitié des running backs, ça veut faire. C'était pas le cas en 2007. En 2007, les coureurs couraient et les receveurs recevaient. Alors bien sûr, il y avait Marshall Faulk, qui était un peu une anomalie de la nature. C'était vraiment l'anomalie. Mais mis à part ça, il n'y avait pas tant de coureurs qui étaient capables de ça, et Westbrook s'alignait même assez régulièrement en tant que receveur. Et il y a un mot que j'aime bien, que tu avais utilisé à propos de Michael Vick au dernier podcast, Grégory, tu avais dit il est électrisant. Bah c'est exactement ça, Brian Westbrook. Il était électrisant. Il prenait le ballon, et il était dans une position incertaine, et il pouvait te faire 60 yards, 70 yards. C'était vraiment un joueur extraordinaire, et il y a eu un geste qui a été un peu reproduit par Miles Sanders cette année, mais il y a eu un geste qui est resté un peu dans l'histoire. C'est la semaine 16, je crois, face aux Cowboys. On mène 10-6. Il reste quelque chose comme 2 minutes. Il passe ce first down. Et là, il y a John Runyan, qui était notre tackle, qui lui dit pose un genou. Et là, il pose un genou sur le 1 yard, sachant que les Cowboys n'avaient plus de time-out. Et on gagne le match avec 3 quarterback kneel derrière de Donovan McNabb. Mais c'était absolument incroyable. Ce joueur, il n'a pas fait rêver si longtemps que ça, mais mine de rien, des joueurs comme lui, comme Corell Buckhalter, dont je crois que t'aimes beaucoup, Grégory. J'ai le maillot, ouais. Ben voilà, mais ces coureurs-là, ils étaient parfaits pour un système d'Andy Reid. Et on le voit, Andy Reid, ce qu'il aime, c'est pas les gros coureurs. Même cette année, Damien Williams, c'est pas un coureur pur. Edward Zeller, qu'il a pris à draft, c'est ce genre de joueur polyvalent. Il aime ça, il sait les utiliser. Et Westbrook, il l'avait utilisé, mais magnifiquement. C'était vraiment un joueur que j'adorais. Et honnêtement, aujourd'hui, il est complètement oublié parce qu'il y a des Dawkins, parce qu'il y a des McNabb, etc. Mais son importance a été assez énorme au fil des années, un peu comme un Selec qui est oublié aujourd'hui. Bon, pas par nous, mais on l'a vu dans le dernier podcast, mais voilà, c'est ce genre de joueur, il a été que, entre guillemets, une fois All-Pro, il n'a eu que 2 sélections au Pro Bowl, mais c'était un joueur, moi, qui m'a fait rêver, mais rêver pendant des années. C'était beau comment t'en as parlé de ce joueur qui méritait bien ça. Dis donc, la NFL, je vous disais que c'était une ligue de quarterback. Je vous disais que c'était une équipe qui générait des émotions, les Eagles. Mais la NFL, c'est aussi un sport qui joue par tous les temps. C'est ça qui est génial quand même avec la NFL. Et on est même content quand il fait pas beau. Et il y en a un qui est encore plus content quand il neige, c'est Loïc. Ouais, puisque moi, le deuxième très bon souvenir, c'est le fameux match sous la neige contre les Lions en 2013. Où c'était incroyable, il neigeait à un point où on voyait même plus les lignes sur le terrain quasiment. Je me souviens notamment Calvin Johnson qui a voulu faire un catch, à un moment il s'est relevé, son casque, il y avait de la neige partout, il voyait plus rien. C'était n'importe quoi, les kickers pouvaient même pas tenter un coup de pied, c'était gelé de partout. Il y avait quand même des fans dans les tribunes. Et pour moi c'est un excellent souvenir, déjà parce que les Eagles ont gagné avec un dernier quart-temps incroyable où ils mettent 28 points. Le Sean McCoy il fait 217 yards à la course. C'était des actions sur chaque action en fait. N'importe quel joueur pourrait traverser le terrain tellement les appuis étaient compliqués. Mais c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup avec le football américain, c'est comme tu dis, c'est peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils jouent. La seule chose qui peut empêcher de jouer, c'est s'il y a le tonnerre.
parce que là c'est dangereux pour la sécurité des gens. Mais ouais, moi j'adore, c'est en fin de saison quand il fait froid, quand il neige, j'adore. Parce que moi voir les matchs en dôme, ça m'intéresse. J'aime pas ça. Je préfère justement qu'il y ait limite un match avec du vent, de la neige. Tu joues avec les éléments en fait. Et tu joues avec les conditions et je trouve ça génial en fait. Ça met les joueurs dans des conditions les plus compliquées et ils arrivent quand même à montrer le meilleur possible. T'as choisi la bonne équipe. T'aurais pu choisir les Bills de Buffalo pour être encore plus fou au niveau du climat, mais c'est pas mal, hein, les Eagles. Hein. Ça Ah arrive quand bah même souvent. Philadelphie en décembre ou en janvier, c'est pas très. C'est pour ça. Pour ceux qui Oui, sont il pas y a habitués pas à beaucoup jouer de dans le stades froid, plus compliqués. Ouais. Il y a éventuellement les Packers, Kansas City où ça peut être capricieux, mais c'est sûr que bon, les équipes du Nord, c'est pas pour rien qu'ils jouent au Super Bowl au Sud. Hein, c'est parce que les équipes du Sud sont frileuses et ne savent pas jouer dans des vrais stades. Hein. Ah, c'est bon ça. Tiens, tu parlais de la saison 2011 avec le miracle du côté de New York tout à l'heure. Moi, mon bon souvenir, c'est aussi cette année-là. Euh, à ce moment-là, on est à 6-3. Les Redskins sont à 4-5 et on les joue à Washington. Et en face, vous savez qui est le quarterback des Redskins dans cette saison McNabb. 2010? Ouais, c'est Donovan McNabb. Il vient d'être transféré, il joue aux Redskins. Et face à lui, c'est donc Michael Vick qui a joué une année avec lui, hein, comme son backup. Et puis il y a ce match entre les Eagles et les Redskins à Washington. Et Michael Vick devient absolument intouchable sur cette rencontre-là. Moi, je me souviens avoir vu le match en direct et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça commence premier quart-temps avec cette passe de 88 yards de Michael Vick pour Deshaun Jackson, ça fait touchdown. Et là, quand ça part comme ça, tu te dis, on va pas les battre. On va les écrabouiller, on va les ruiner, nos principaux rivaux avec les Cowboys et les Giants, on va les ruiner. Voilà ce qui va se passer. Et à l'arrivée, ça donne une rencontre avec un score de PlayStation 59-28. Et puis, alors, il faut bien que je vous donne 2-3 petits trucs parce que il faut se souvenir de ce que ça représente. Les stats de Michael Vick, vous les voulez? 20 sur 28, 333 yards, 4 touchdowns, 8 portées, 80 yards à la course, 2 touchdowns à la course. Je sais pas si on se rend compte du délire de ce match-là. Je sais pas si Et on n'attaque que 3 quarts-temps. Hein. Ouais. On n'attaque pas le quatrième quart-temps. Et même la majorité de ces stats, c'était à la mi-temps, c'est ça. Sa première mi-temps était irréelle. C'est le premier joueur de l'histoire à avoir plus de 300 passes, plus de 50 yards à la course, plus de 4 passes et plus de 2 touchdowns à la course. Au moins 2 touchdowns à la course. Ça n'est jamais arrivé statistiquement dans l'histoire de la NFL. Alors vous allez me dire, je fais une obsession sur lui, mais je veux dire, bien sûr qu'il peut pas durer 15 saisons. Mais sur ce match-là, je reprends mon mot d'électrisant. C'était le sommet de ce que pouvait faire Michael Vick associé à Deshaun Jackson. On avait en plus, et il faut pas l'oublier, les Sean McCoy qui courent à ce moment-là pour nous. Là, on parle quand même d'une équipe complètement dingue en attaque. Autant j'ai de grands espoirs pour ce qui va venir pour la saison prochaine avec notre escouade offensive, autant il faut se rendre compte que derrière, tu as David Akers qui rate rien, hein, comme d'habitude. Hein, David Akers extrêmement précis. Et en face, en plus, c'est terrible parce que tu as Donovan McNabb qui fait pas un grand match. Et ça me fait même de la peine, en fait, de le voir, Donovan McNabb. Mais en fait, vous savez ce qui me fait de la peine, c'est de le voir sous ce maillot. Voilà. Ça me fait de la peine de le voir sous ce maillot-là. Et quelque part, je suis un peu content de voir la réponse que peut envoyer Michael Vick. Donc moi, je me souviens de ce match-là comme d'un match référence parce que les exploits de Vick et les stats de Vick sont hors normes. Et en plus, dans cette même saison, on aura battu les Cowboys. Dans cette même saison, il y aura ce miracle à New York. Et il y aura évidemment, et c'est pour ça qu'on aime les Eagles, la déception en playoff contre les Packers à domicile. On pense qu'on va aller plus loin que ce tour de wildcard. Et finalement, on se fera sortir. Ça représente plutôt pas mal tout ce qui est notre franchise. Voilà pour ce coup de cœur. Vous vous souvenez de ce match, vous? Oui, bah c'est le massacre. Le massacre, je pense qu'on s'en souvient, c'est vrai, un peu tous. En plus, le Monday Night, c'était Monday Night vraiment... ouais, c'est un truc qui est vraiment très médiatisé. Et là, ça avait été vraiment l'explosion totale des Redskins. Avec un super Jeremy McClean aussi, je l'ai pas cité, mais j'aurais pu le citer également. Voilà, l'attaque avait fait feu de tout bois.
Non, mais l'attaque, ouais, saison 2010, elle était incroyable entre Vic, DeSean Jackson, le Sean McCoy, Jeremy McLean. Enfin, c'était à chaque fois qu'on regardait un match, on se demandait quand est-ce que l'exploit va arriver, quoi. Et puis tu te disais on peut marquer sur chaque Ave Maria. Hein. Il y avait aucun Ouais, problème. Hein. Ça pouvait partir à 90 yards. Tu pouvais le ouais, faire. C'est l'espoir que j'ai pour l'année prochaine. Ça, je voulais dire. ouais, c'est ce qu'il a manqué l'année dernière, justement. C'est Et même exactement ce qui a deux manqué. dernières années, hein. Cette fucking profondeur. Mais là, a priori, Loïc est content. On a pris de la vitesse. On a acheté de la vitesse. On en Écoute, reparlera. on va voir s'ils attrapent les ballons ou pas. Voilà, ça c'est encore autre chose. Et puis il nous reste encore un coup de cœur. Alors on a le même Loïc nous, on y revient dans un instant, on va laisser Victor finir. Qu'est-ce qui te reste encore dans ta besace? Je disais justement qu'on a joué 5 finales de conférence avec Andy Reid. On en a gagné qu'une, donc on va parler de celle-là. C'était face aux Falcons de Michael Vick. Hein, c'est comme quoi l'histoire parfois est assez étrange. C'est globalement, bon, on était favori, comme à peu près toutes les finales de conférence qu'on a faites, mais cette fois-ci on l'a gagné. C'est un match qui était, dans mes souvenirs, très indécis en première mi-temps, mais après, une fois qu'on a accéléré, ça a été beaucoup plus facile. On a réussi à contenir Michael Vick, qui a fait, mais rien du tout. Il a fait, je crois, 25 yards à la course, alors que c'était des saisons à la Lamar Jackson. Hein. C'était des saisons où il faisait 100 yards par match. Enfin, c'était assez extraordinaire. On le matraque totalement. Donovan McNabb fait plutôt un bon match. Et globalement, c'est vraiment le match typique des années 2000. Hein. Ça finit à 27-10, notamment parce qu'on réussit des turnovers. Et il y a l'interception de Brian Dawkins, qui est notamment assez emblématique, puisque c'est celle qui scelle le match. Mais voilà, c'était des combats de tranchées. Et finalement, après tant de frustration, parce que j'y reviendrai, mais on n'a pas seulement perdu, on s'est pris des tôles, les 3 saisons d'avant. On se prend des tôles. La première est logique, mais les 2 autres, on y reviendra. Et là, enfin, on va au Super Bowl, quoi. Enfin, on va au Super Bowl, on gagne ce putain de match, et on a enfin cette libération. Moi, je me souviens, c'est la 2e saison où je suivais vraiment toutes les semaines. Et là, je me dis, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment la sensation, pour le coup, en direct. Enfin, c'était incroyable. Et Westbrook fait un très bon match. Hein. Oui, bah, globalement, 96 yards, il fait 5 passes pour 39 yards. Je veux dire, c'est pas un hasard si Chouchou et tu choisis ce match-là aussi. Non, c'est sûr qu'il fait un excellent match. Il y a aussi Chad Lewis qui reçoit les 2 touchdowns. Chad Lewis, c'était pas le plus grand joueur de l'histoire, mais il nous a été bien utile. C'est le genre de joueur qu'on est très très content d'avoir dans notre effectif. Non, c'est vraiment un match où enfin tout se déroule comme prévu. Enfin, on fait un match digne des saisons régulières. C'est vraiment un match dont je me souviendrai, parce que Michael Vick, tout le monde le craignait, quoi. Michael Vick, tout le monde nous voyait nous prendre 150 yards par ce mec, et finalement, on a réussi à le rendre totalement inoffensif, et ça, c'était extraordinaire. Ça fait plus de 25 minutes qu'on est dans nos bons souvenirs. Les mauvais souvenirs arriveront derrière. Et vous vous rendez compte qu'on a encore, après plus de 25 minutes, on n'a pas encore évoqué le Super Bowl gagnant. Alors il y a un moment, avec Ouais, le Victor, meilleur on pour s'y la attend. fin. Hein. Non, mais attends, avec Victor, on le sait. Victor, il va nous trouver des trucs en se disant, je suis le seul et l'unique. Victor, tout ce qui est commercial, ça lui plaît pas. Mais nous, on est des vrais terriens avec Loïc. On le sait qu'il arrive ce moment. C'est le Super Bowl. Victorieux, hein, Loïc. On va en parler tous les deux. Bah, Je te ouais. laisse commencer. Je crois que c'est ce qu'on attendait tous depuis des années. C'est le but ultime, sachant qu'il n'en avait jamais encore gagné, que c'était un peu le chambrage des autres supporters de la division. Vous avez 0 bague, machin. C'est le nombre comme le dit Victor, le nombre de déceptions en playoff. Chaque fois, tu te dis, t'as la bonne équipe, ça y est, ça va aller loin. Et celui-là était vraiment particulier en plus, au vu des conditions. Puisque j'en parlerai plus en détail après, mais il y a eu la blessure de Wentz, alors qu'il faisait une saison de MVP. Il y a eu la blessure de Peters, il y a eu la blessure de X. Enfin, il y a eu tout plein de blessures. Au final, on se disait, mais c'est pas possible.
Il y a que des remplaçants partout. Foles, s'il commence à jouer, il est catastrophique. Donc là, tu te dis, bah, ça va faire un one and done en playoff. Et la première mi-temps du premier match de playoff est catastrophique. Puis finalement, t'arrives au Super Bowl et là, t'as un match offensif digne d'un jeu vidéo. 41 points marqués en plus contre les Patriots. On parle de la meilleure équipe de la décennie, quoi. Pour certains, c'est entre guillemets le mal absolu en NFL avec Bill Belichick et Tom Brady. Tu te dis, bah voilà, t'arrives contre eux, t'as aucune chance. De toute façon, ils sont habitués à gagner. Toi, t'as des remplaçants un peu partout. C'est quasiment pas d'expérience non plus dans l'effectif en playoff. Tu te dis que la pression va l'emporter et au final, ils te sortent un match. Je crois que tu le rejoues 100 fois, jamais tu mets autant de points, quoi. C'est ouais, C'est le plus grand nombre de yards de l'histoire de la NFL, hein, Ouais, playoff en et plus, saison régulière comprises. Hein. On voyait ces stats Mm. défiler et on se disait encore 5 yards et c'est le record. Il en a bien parlé parce que Loïc a raison en fait sur ce Super Bowl, c'est un process. C'est le match en lui-même, bien sûr, mais c'est un process. Victor nous l'a déjà raconté, il l'a vécu sereinement parce que comme si c'était écrit. En plus, il y avait la naissance de bébé. Pour Loïc, voilà, c'est le process, t'as raison. Il y a eu ses hauts et ses bas avant le Super Bowl, mais je reviens pas sur le match en détail. Vous l'avez tous en tête si vous écoutez ce podcast, c'est que vous le connaissez chaque centimètre carré, chaque mouvement, chaque seconde. Mais il y a quand même un truc qui est bien avec les nouvelles technologies, puisque tu parlais de vivre les matchs en direct avec les flèches sur NFL.com, c'est qu'on peut revivre les matchs au cœur de la rencontre, notamment sur le Game Pass. Et donc, moi, je me souviens, je suis dans mon salon, je le live tweet sur Twitter, il y a un peu plus de monde que d'habitude pour le foot US, alors que normalement, il n'y a pas grand monde. Je chante Thomas Vilches, qui est journaliste aussi à BeIN, qui est supporter des Patriots. Je fais nuit blanche complète, j'ai la radio dans la foulée, et je bondis à chaque mouvement, toi, je deviens dingue. Vraiment, je le vis de manière complètement intense. J'ai mon meilleur pote qui a regardé les Super Bowls avec moi pendant des années, ma période bordelaise et puis après parisienne. On s'est écrit, il me dit, ça va, tu trembles, t'es comment, t'es bien. Mais vraiment, faut imaginer que c'est 30 ans d'attente. Vraiment, mais je vous assure, hein, je vis ça depuis mes 12-13 ans. C'est 30 ans d'attente, même s'il y a eu ce Super Bowl en 2004. Et il y a ce fumble et interception de Graham, il y a ce match dingue de Foles, et puis il y a ce moment où tu revois le match centimètre par centimètre, image par image, et tu vois Foles qui va avoir Doug Peterson, et cette phrase, Philly, ok. Juste comme ça se passe comme ça. Je veux dire, il faut imaginer qu'on est dans l'événement sportif le plus dément de l'année. On est au fin fond du cahier de jeu avec cette option-là. On est en 4e tentative, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. 4 et 1, ouais. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va pour ce moment. Et l'autre, il arrive avec, mais je sais même pas ce qu'il a dans le sang à ce moment-là. Philly. Yes. Les deux sont dingues. La proposition est dingue, l'acceptation est complètement dingue, la réalisation est juste parfaite. Et tu vois ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, putain de merde? Et c'est pour toi, c'est ton équipe, c'est ce que t'aimes depuis des années. Et derrière, c'est victorieux. Bah, ça mérite la statue devant le Lincoln, hein. Voilà. J'y étais l'été dernier. La photo, je l'ai prise dans tous les angles. Je suis dessus, je suis devant. Mais c'est complètement fou. Alors, voilà. Je vois pas comment. Je suis désolé, Victor. On peut faire abstraction de ça, mais tu savais qu'on allait en parler. Poulet. Non, mais évidemment, c'est numéro 1 pour tout le monde. Enfin, c'est pour tout le monde, mais le but aussi, c'était de diversifier pour voir, pour permettre aux gens de se rappeler plein de souvenirs il se différents. vexe, mon petit lapin, mais je sais non, bien. mais c'est le moment le plus extraordinaire. Déjà, la finale de conférence était folle, et puis ce Super Bowl. Et je rajouterai pour l'anecdote, moi, lié au Super Bowl, c'est le discours de Kelsey derrière, oui. qui est incroyable. Il était tellement torché. Non, mais il est, faut dire, hein, il plane à 10 000. Pour les fans de NBA, c'était comme Marc Gasol cette année, quoi. Le mec, il a pas touché terre pendant une semaine. Et il arrive, il dit, mais de toute façon, vous savez, dans notre équipe, personne sait rien faire. Big V, il sait pas arrêter un mec. Brooks, il a de l'anxiété. Moi, je suis trop petit. Machin, il peut pas attraper le ballon. Machin, il peut pas couvrir. Machin, il peut pas truc. Et il explique en quoi tous les joueurs un par un sont nuls. Et il dit, mais on a gagné le Super Bowl et
allez vous faire... Ouais. Hein, on se Et Bah, le tu tout peux le dire, avec- allez vous faire foutre, on est en podcast, hein, rien. Oui, on est entre nous. Et le tout Et- avec un magnifique costume. Ah, le costume est incroyable. Et c'est Oui, vrai puis, que... et ça me rappelle tout le underdogs. Je veux dire, ils C'est ça. mettent les chiens dans les tribunes et tout ça. Hein. Mais il résume bien en fait comment on a réussi d'une équipe qui était en effet avec des blessures terribles et tout, d'une équipe dont plus personne ne croyait en nous. Il a fallu un match défensif contre les Falcons, on l'a fait. Il y a eu cette anomalie contre les Vikings où il n'y a même pas eu de match. De toute façon, ils pouvaient rentrer chez eux à mi-temps, c'était la même chose. Et puis il y a ce Super Bowl offensif, on le fait aussi. Et c'est vrai que ça résume assez bien ce moment. C'est un moment incroyable, je pense qu'on a tous pleuré. Mais moi je me souviens, c'est le 4-1. Ah, moi, à la fin du match, j'ai pleuré de joie. Ah, moi Moi, j'ai j'étais pleuré comme un comme fou. pas possible. Je crois Moi, que j'ai j'ai- lâché une petite larme. J'ai commencé le match sur le canapé et le dernier carton, je l'ai passé par terre. Non, J'étais non, mais assis par terre, personne, j'en pouvais plus, moi. personne ne l'a passé sur son canapé le dernier carton. C'était C'était pas irrespirable. possible. C'était irrespirable. Parce que en plus, il faut bien le dire et on finit avec ça, c'est que comme vous l'avez dit, c'est les Patriots en face, c'est Tom Brady, Ouais. c'est Belichick, donc tu te dis, c'est évident que dans les 30 dernières secondes, ils vont venir Ils me vont planter trouver coup de le poignard. moyen de nous la Mais mettre. bien sûr, Bah oui. tu te dis c'est sûr. Et d'ailleurs, t'es pas totalement serein malgré le fumble, l'interception. C'est-à-dire qu'ils ont encore cette possibilité d'aller chercher une Ave Maria qui peut les faire gagner un mauvais rebond. Mais, Ah, mais, cela dit, un peu comme nous, on l'avait eu dans le Super Bowl perdu en 2004, hein, parce que il reste une minute, on a la balle, on est mené que de 3 points. C'est compliqué, il y a plus de temps mort, ce que tu veux, mais t'as encore une possibilité de miracle. Hein. Ne me spoile pas, s'il te plaît. Allez, voilà pour les très bons moments vécus. On va passer maintenant aux mauvais moments. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. Allez, on va changer, on va faire commencer Loïc pour ces mauvais moments. Parce que Loïc tenait à ces mauvais moments. Il voulait même qu'on vous en parle en premier. Hein, vous rentrez dans les coulisses du Non, mais podcast. alors, Non, j'allais- c'était j'ai- moi, j'ai- c'était moi. J'étais le seul C'est- à dire on commence par les meilleurs moments. c'est Vous le- avez tous les deux répondu non, on commence par les mauvais. C'est un truc, Non, et bah tu bizarre. vois, j'ai dit on commence par les bons. Tiens, les mauvais moments, les Dark Vador des Eagles, il y en a quelques-uns quand même. Parce qu'il peut pas y avoir que des émotions positives. Et c'est assez amusant parce qu'il y en a certains, vous allez l'entendre, où on se rejoint. Et puis d'autres qu'on n'a peut-être pas vécu de la même façon. C'est ça qui va être sympa dans ce podcast. Loïc, je parlais de la sélection de Carson Wentz, moi, dans les bons moments. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que je te donne la parole. Il y a aussi les blessures de Wentz et puis bah, évidemment une en particulier. Bah oui, celle lors de la saison 2017 en fin de troisième quart-temps contre les Rams en fin de saison. Donc comme je l'ai dit, il avait une saison, c'était le MVP. Et je crois qu'à la fin de l'année, même s'il manque la fin de saison, il doit finir deuxième en termes de touchdown lancé à un touchdown de Russell Wilson qui avait joué tous les matchs. C'est à ce moment-là, en fait, quand il se blesse, on se dit « Ah, c'est pas possible. Là, tout va bien dans l'année, t'as un bilan de 11 victoires, 2 défaites, tu te dis que t'as une vraie chance cette année, et là, ton quarterback, il se défonce le genou. » Moi, je me souviens, c'était un match qui avait commencé à 22h30, donc il a fini à 1h du matin. Je suis allé m'allonger, je crois que j'ai quasi pas dormi de la nuit. Pour moi, c'était comme si j'étais en train de faire le deuil de la saison. Parce que concrètement, tu te dis, bah, c'est foutu, quoi. Dès que ton quarterback il est blessé, tu sais que la saison, à 90%, elle est foutue. Donc ouais, c'était faire le deuil de la saison en te disant que ce que tu pouvais espérer était fini. Et puis, c'est pour ça que le Super Bowl était encore plus fort. Parce que justement, tu avais l'adversité au plafond. Et ouais, non, sur le coup, c'était dur à vivre. Tu te dis Et tout ça moi, pour ça. Ouais. Et tu Tu te dis parles en de match de plus, 22h30. Match de 22h30, je rappelle, je me lève très tôt pour la radio. Et donc les matchs de 22h30 le dimanche, ça veut dire qu'ils se terminent 1 heure, 1h30. Ouais, c'est ça. Parfois 1h45 quand ça va un peu en prolongation. Et Ouais, voilà, puis avec l'excitation, tu t'endors pas tout de suite. c'est donc ça. tu fais Et une moi, heure de ça sonne plus, à 4h du mat. Donc vous imaginez que quand ça se passe mal, comme tu dis, tu dors extrêmement mal. Et je me rappelle être resté, mais prostré. Et alors, Ah, mais je vois Nick Foles ouais. qui rentre, je me dis on va perdre, on gagne le match. Et malgré la victoire, je suis prostré, l'écran allumé, le Game Pass qui s'éteint et le ballon qui passe NFL pour dire mais maintenant va te coucher et c'est le moment de partir. et complètement ahuri pendant une demi-heure en me disant tous ces efforts foutus en l'air. Ah, mais Ouais. ça avait un côté victoire à la Pyrrhus, quoi. On a gagné, mais ça nous a coûté à peu près tout. Et puis bon, le quarterback de la décennie est arrivé après et nous a sauvé la saison, mais ça, Ah mon dieu. ça fait partie de la belle histoire. Non, mais c'est vrai que c'était terrible.
Je pense qu'on l'a tous. En plus, on a une sorte d'ascenseur émotionnel. Il se prend un choc, il reste sur le terrain, il lance un touchdown. On se dit, Ouais, finalement, sur ça a une l'air jambe, de c'est pas incroyable. aller si mal. Et puis finalement, il sort du terrain. Et puis Non, on le dit, pire, c'est quand fini, tu le quoi. vois partir vers la vestiaire avec la serviette sur la tête. Mm. Et là, Ah tu oui. sais, oh putain, son genou, il se l'est foutu en l'air. C'est pas juste Ouais, une c'est entorse ou. On l'a vu trop souvent partir vers les vestiaires, hein, quand même. Va falloir que ça Ouais. s'arrête, hein, ces conneries, hein, parce qu'il a quand même le niveau pour arrêter d'aller dans les vestiaires. Tiens, on parlait tout à l'heure des finales de conférence perdues au début des années 2000, Victor. Il y en a une qui t'a marqué un peu plus tard, contre les Panthers. Oui, alors déjà, un peu d'optimisme dans le pessimisme. Je vais rappeler que depuis le début des années 2000, donc on a quand même, je crois, j'avais compté 13 qualifications en play-off. Bah oui. Et donc 6 finales de conférence, dont 2 gagnées. On est une des équipes avec le plus de réussite de toute la NFL depuis 20 ans. On a une chance incroyable. Déjà, je tenais à rappeler ça parce que quand je vois certaines équipes, quand je vois mes comparses des Bills qui n'ont pas connu les playoffs depuis 20 ans, Bon, là, c'est bon, la nuit on que va les parler dernières. des mauvais moments, mais on Pense en aux a eu copains des des bons. Lions. Pense aux copains des Lions. C'est ça. Mais Et c'est du surtout coup- là, Victor, si je peux me permettre, c'est là pour revenir sur la blessure de Wells un peu avant. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, quand t'as une chance de gagner le Super Bowl, faut vraiment que tu la loupes pas parce que tu peux aller en playoff quasiment tous les ans. Et au final, tu vas quasiment pas avoir de nouvelles chances pour gagner un Super Bowl. C'est super rare. Mais bien sûr, les plans à 3 ans n'existent pas en effet. Il n'y a que des plans à 3 mois. Mais pour revenir du coup en effet sur sur nos défaites de conférence, en fait, la première on perd contre les Rams, Greatest Show on Turf, bon, rien à dire, on perd contre Kurt Warner, Marshall Faulk, etc. Bon, très bien. C'est plus fort. La deuxième, on perd contre les Buccaneers, qui n'étaient pas favoris sur le papier, mais enfin ils ont tellement dominé toutes les playoffs et même le Super Bowl où ils écrasent les Riders, on se dit bon les mecs, ils étaient possédés. Et là, on arrive contre les Panthers. Alors, c'est la première finale de conférence que je vois en direct. Tout le monde nous annonce ultra favori. Alors, aucun problème, les Eagles vont rouler sur les Panthers, vous allez voir, ça va être extraordinaire, etc. Donovan McNabb va écraser cette défense, etc. Le fait est qu'on les a battus en nombre de yards, hein, on en a fait 289 et 256, mais ça a été le pire match de la carrière de Donovan McNabb. On fait 4 interceptions en tout. Il y en a 3 pour McNabb. McNabb, il fait 10 sur 22, 100 yards, 3 interceptions. Il est même benché pour Coy Detmer. C'est vous dire la situation de désespoir dans laquelle on était. Detmer qui lance une interception aussi. C'est vraiment le match cauchemar. On le perd 14-3. Et tout ce qui pouvait nous arriver de mal arrive. Tout... À chaque fois qu'il peut y avoir un turnover, à un moment on va marquer des points, il y a un turnover. À chaque fois qu'on peut réaliser une action, il y a un loupé. Et le pire, c'est qu'en perdant 4 turnovers à 0, on perd que 14-3. On avait la place, mais de passer, de 20 points devant cette équipe. Je dénigre pas, hein, c'était une très belle équipe avec Delhomme, Mohamed, Smith. C'était vraiment une équipe spectaculaire. C'était moyen plus. C'était une équipe agréable à voir jouer. C'était pas une équipe imbattable. Je veux dire, et vraiment, ce match-là, c'est une souffrance. J'ai essayé de regarder les matchs dont on parle pour nos bons et nos mauvais souvenirs. Dans les mauvais souvenirs, j'ai pu tous les regarder, sauf celui-là, j'ai arrêté à la mi-temps, quoi. C'était pas possible, c'est une souffrance du début à la fin. Il n'y a pas une action positive, il n'y a pas un truc qui te donne envie de sourire, il n'y a pas une lueur d'espoir, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, tu te dis, toute une saison pour ça, c'est... Et tu te C'est dis, catastrophique. et tu te dis que tu n'y arriveras pas. Et tu te dis que ton quarterback sera pas capable de t'emmener au Super Bowl. Et tu te dis que finalement, c'est une défaite qui va en appeler d'autres et que c'est pas la peine de rêver. Alors évidemment, ce sera contredit, mais c'est surtout le futur que tu vois noir en plus de ce match-là, tu vois. Ah bah on connaît les supporters des Eagles, hein. Heureusement les réseaux sociaux à l'époque n'étaient pas ce qu'ils étaient, mais Ah bah 2 ouais. jours plus tard tout le monde appelait à la démission de au cut de Donovan McNabb, hein, comme si on oubliait tout ce qu'il avait fait avant et ce qu'il fera après. Bon, ça c'est tant mieux pour lui, mais c'est vrai que ça a été un traumatisme parce que celui-là on pouvait pas le perdre, quoi. Celui-là vraiment c'était pas possible. Il était dur. Moi, parmi les mauvais souvenirs,
Bon, il y a une très bonne victoire, Super Bowl, très bien. Puis l'année suivante, ça recommence, et puis il n'y a pas Wentz. Et puis il y a une. Est-ce que vous vous souvenez pendant la saison régulière de cette énorme raclée reçue du côté des Saints? Des Saints, terrible. Ouais. Le pire match On- de Vance en carrière. Mais là, je veux dire, à un moment, on est dans la rencontre où c'est même plus se faire ouvrir. C'est-à-dire que là, vraiment, tu as l'impression que chaque passe va faire touchdown. Tu as l'impression que chaque passe de ton côté va faire interception. Chaque course chez toi va faire 1 yard. Chaque course chez eux va faire 15 yards. Donc ça, Je- vas-y. Non, mais j'ai arrêté ce match. Voilà. Je crois que c'est un des seuls, Ouais, c'est un des seuls de ma vie que j'ai arrêté. Je crois que je l'ai pas fini non plus, celui-là. Donc moi, je suis allé au bout. Et ça, c'est un mauvais souvenir en soi. Mais là où ça devient cruel, et c'est pour ça que moi je le mets en mauvais souvenir, parce que je vais essayer de m'accrocher à des mauvais souvenirs assez récents pour que s'il y ait des plus jeunes, on puisse un peu panacher. On part en playoff quand même dans cette saison. On bat les Bears. Bon, bah, miracle, hein. On parlait du miracle à New York. Le coup de pied qui passe pas. Enfin, vraiment, on passe le wild card de manière complètement dingue. On arrive dans ce divisional playoffs contre les Saints, mais archi favoris. Tête de série numéro 1 de la conférence, mais c'est sûr qu'ils vont aller au Super Bowl, mais c'est même sûr qu'ils vont gagner le Super Bowl. Voilà, il n'y a même pas de débat, on s'est fait broyer en saison régulière. Vous vous souvenez comment ça marche? On mène. On est loin devant. 14-0. On est à 14-0, 14-0. Et On a Brandon deux- Graham qui loupe de récupérer un fumble sur les 40. C'est ça. On a 2 touchdowns d'avance et on est une possibilité, comme tu l'as dit, allez, soyons un peu fous, d'en avoir 17 ou 21 d'avance des points. Je veux dire, vraiment, on est chez eux, on est solide, on est champion en titre, et là, le désespoir terrible parce que je me mets à y croire. Parce que j'y crois. Parce que je me dis, on va le faire. Vous vous rendez compte? Je me dis, on va le faire. Et je pense que le mauvais souvenir est lié au fait qu'il y a de l'espoir. Si encore tu te fais exploser en playoff de la même façon qu'en saison régulière, bon, bah ils sont plus forts, tu vois. T'as pas ton quarterback, t'es tombé sur une équipe plus forte. Mais là, t'y crois. Et à l'arrivée, on perd ce match 20-14. Et il y a, j'en avais déjà parlé, mais c'est de tel point que c'est un traumatisme, cette non-réception, ce drop, cette main pleine de beurre d'Alshon Jeffrey qui normalement doit être réceptionné parce que la passe de Nick Foles, elle est plutôt bonne. Je l'ai revue 50 fois. Elle est complètement réceptionnable. Je veux dire, c'est pas une interception de Nick Foles, c'est un drop d'Alshon Jeffrey. S'il la prend, cette passe, derrière, tu continues à avancer. Et derrière, tu as une vraie chance. Je dis pas que ça gagne. Je dis que tu as une vraie chance de gagner 21-20. Tu es en fin de partie, tu es dans leur coin, tu arrives en red zone, si je dis pas de bêtises. Et il y a ce drop. Fin du match. Donc, pour moi, c'est un vrai coup de poignard parce que ça met fin à 2 ans où tu marches sur l'eau avec le Super Bowl et où tu perds pas en playoff. Voilà. Et tu perds sur ce moment-là. Et j'avais perdu ce goût de perdre en playoff. Je savais plus ce que c'était. Vous allez me dire, c'est éphémère, c'est qu'une saison et demie. Mais mine de rien, c'est hyper long en NFL comme les matchs sont rares. Et donc, ça a été une grosse déception. Et j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Voilà. Je pense que vous vous souvenez de cette rencontre-là aussi. Ouais, parce que comme tu dis, 14-0, moi j'étais comme toi avant le match, j'y croyais pas trop. Et puis au vu du premier carton, je me suis dit putain, ils vont le refaire, c'est pas possible, c'est quoi cette folie Et au final, il y a eu un moment où Brandon Brooks se blesse. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, Brandon Graham arrive pas à récupérer le fumble. Et puis au final, après, l'attaque avance plus du tout jusqu'au dernier drive où il y a ce drop. Non, bah moi, contrairement à toi, Grégory, j'ai pas mis trop longtemps à m'en remettre, puisqu'après, on a appris que Fletcher Cox avait le pied cassé. Enfin, il y avait encore 50 000 blessures. Donc, Oui, au mais final, c'est pas je me grave. suis Tu te dit, dis, c'est leur destin. C'est peut-être l'écriture de ces 2 saisons. C'est peut-être un documentaire qui arrivera dans 20 ans sur Netflix. Tu as envie de croire à ça, tu vois. ce que ouais, je veux dire. mais au final, ouais, quand j'ai appris les blessures la semaine après, ça m'a mis un peu en paix, entre guillemets. Eh ben, laisse-moi T'es dans mon beaucoup malheur. trop rationnel. Non, mais t'es beaucoup trop rationnel. C'est incroyable. Moi, je mets des mois à m'en remettre d'une défaite de playoff. Tu peux avoir toute équipe blessée. Tu peux avoir l'équipe de high school qui est alignée. Mais Bah, j'ai cette du mal année, à on est déçus, digérer. hein. Cette année, on a été déçus d'être sortis, malgré l'équipe de réserve, hein. Malgré Ben les oui, practice mais squad. c'est ça, parce que finalement on perd 17-9, parce qu'il y a 2 quatrièmes tentatives qui sont mal gérées et qu'on passe pas si loin que ça de... Ouais, Avec c'est sûr, pas c'est si loin que ça, c'est ça, surtout la commotion de Wentz là pour le coup. Moi, quand j'ai vu la commotion, j'ai fait oh putain, c'est pas possible. Surtout que Vance a été cleared avant la semaine suivante, pour Ouais. l'anecdote.
Alors voilà pour nos premiers mauvais souvenirs. On va continuer, Loïc. Où est-ce que tu veux nous emmener? Je vais en 2011 avec la Dream Team. C'était donc en sortie d'une saison 2010 où on avait vécu pas mal de bons moments, même si ça s'était mal fini. Et puis intersaison 2011, Howie Roseman se met à signer tout plein de joueurs avec plein d'argent. Mandy Asamuga, Jason Babin, Kevin Jenkins. Il échange Kolb pour Dominic Rogers-Cromartie. Et puis il y a surtout Young qui va avoir ce commentaire We are a Dream Team. Qui va poursuivre l'équipe toute la saison et pour une saison qui va être plutôt mauvaise, pour pas catastrophique, puisqu'au final, je crois qu'ils finissent avec un bilan de 8 victoires, 8 défaites. Mais c'était les favoris sur le papier. C'est vrai que moi, à l'époque, je suivais pas trop le football américain en détail. Donc, quand on est habitué un peu au football européen, quand on voit toutes ces grosses signatures envoyées partout, on se dit ouais, super, on va être les meilleurs, on va tout défoncer. Bah, va même en NBA, t'as pas besoin de traverser l'Atlantique. En NBA, généralement, Ouais. quand t'as 2-3 joueurs majeurs, tu vas en playoff dans tous les cas et souvent en NBA Finals. Donc ouais, là, moi je me disais, ouais, il suffit d'aligner les joueurs avec un gros salaire et puis ça va se faire tout seul. Et puis au final, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ça le football américain. Et c'est ça aussi qui est un bon côté du football américain. Tu te rends compte que l'alchimie c'est important, que c'est pas parce que t'as signé un top joueur dans un autre système que dans le tien il va performer ou qui va supporter la ville, l'atmosphère. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'était une claque et ça m'a permis de comprendre un peu mieux le football américain cette saison, même si on l'a encore un peu au travers de la gorge, parce que pendant des années, on avait nos amis fans adverses qui se moquaient de nous, qui nous rappelaient ces moments-là, et ouais, c'était un mauvais moment à passer. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, Victor. Je voulais pas te spoiler, mais on était obligé d'en parler puisqu'on parlait des bons souvenirs avec un Super Bowl victorieux. Il y en a pas eu tant que ça, il y en a eu que 2. Donc, inévitablement, fallait qu'on parle de cette défaite. Évidemment, ce Super Bowl perdu contre les Patriots. Oui, c'est ça. De facto, on a tous connu un ou deux Super Bowls. Certains en ont peut-être connu 3, mais alors c'est qu'ils ont un âge un peu plus avancé que le nôtre. Même toi, Grégory, tu l'as pas connu le 3e, c'est dire. Donc, moi, je vais vous parler de Patriots Eagles, mais pas le Super Bowl auquel vous pensez, celui de la saison 2004. Qui est un match différent des Panthers où j'en parlais la saison d'avant, parce que les Panthers, on était favoris et on a perdu. Ici, on n'était pas du tout favoris. On a défendu nos chances et finalement, on a perdu avec des honneurs, puisqu'on perd 24-21. Dans un match, en fait, qui est à 24-14, on revient à 24-21, on récupère la balle à 50 secondes de la fin, mais enfin, sur nos 2 yards, donc c'était un peu compliqué. Et finalement, les Patriots font le boulot. Ils se sont même permis, dans ce match-là, de marquer un touchdown à la réception avec Mike Vrabel, donc, qui était un linebacker, qui maintenant est un coach NFL. C'est un match, en soi, j'en garde pas un souvenir de type « on aurait dû le gagner ». Mais enfin, c'est juste le match où, voilà, j'étais enfin devenu un fan absolu de foot américain depuis 2 ans. Je vivais que pour ça. Je me prépare pendant 2 semaines à voir les Eagles gagner, avec l'innocence de la jeunesse qui fait qu'on peut pas perdre. Hein. On ne peut pas perdre. Ah bah, c'est sûr, on va gagner, hein. Eh bah oui, mais sauf qu'on perd quand même. C'est un match où pour le coup McNabb nous refait 3 interceptions. Bon, il fait 3 touchdowns aussi. C'était un match où il a beaucoup, il aimait donner, mais il aimait recevoir. Et un petit vomi, je crois aussi, non? Un petit vomi. Ouais, c'était un peu compliqué. La belle image quand même, parce que c'est un joueur avec lequel on a peut-être un peu de mal, c'est Terrell Owens, qui a passé qu'une saison chez nous. Ah, moi, j'aime bien. 2 saisons chez nous, pardon. 2, ouais. Et Terrell Owens, il sortait d'une saison à 14 touchdowns ou je sais pas quoi. Et le mec joue sur une jambe. Et sur une jambe, il fait 122 yards. Ouais. C'est quand même un receveur qui fait 122 yards sur une jambe. C'est quand même assez incroyable. Et bon, bah voilà, c'est un match où on se défend. Jusqu'au bout, c'est serré. Bon, finalement, on le perd. Et ça rend d'autant plus... savoureuse la victoire de 2017, une sorte de vengeance 13 ans après. Et c'est vrai que c'est un peu
on va dire, l'apogée des Eagles perdants magnifiques, comme certains les aiment. C'est ces perdants magnifiques de l'époque Andy Reid. Voilà, c'est pas catastrophique, hein. C'est un beau match, c'est un beau combat. On le perd avec des honneurs, mais on le perd. Et puis, finalement, on se rend pas compte qu'on va devoir attendre 13 ans pour y retourner. Parce que, je veux dire, la NFL, c'est comme ça. Moi, je vois, quand je fais les bilans des saisons sur Touchdown Actu, finalement, une équipe qui est à 11-5, on dit qu'elle a réussi sa saison. Une équipe qui est à 8-8, on dit qu'elle l'a loupé. Et quand tu regardes en détail, t'as 4 actions qui décident de 5 victoires, quoi. Enfin, la NFL, c'est tellement volatile. On n'a pas 82 matchs, on en a 16. On n'a pas des séries de 7 en playoff, on en a qu'un. Et on donne tout ce qu'on a. Et franchement, ce match-là, j'en garde un bon souvenir maintenant qu'on a gagné un Super Bowl, on va dire, parce que ils ont tout donné. Voilà. Les Patriots étaient trop forts. La gestion de l'horloge dans le 4e quart-temps. Ouais, bah, enfin, la gestion d'horloge, il y a un moment, c'est quand tu perds 24-14, ton horloge, je suis désolé, mais c'est bien de la gérer, mais bon, tu t'essayes de jouer avec tes forces. Ouais, mais c'est pas la NFL 2020. Tu remontes pas tout le terrain avec des passes de 20 yards. Enfin, la course fait partie intégrante de la NFL de l'époque. Tu joues sur tes forces. Il donne le ballon à Westbrook en disant il peut faire quelque chose. Bon, finalement, l'étincelle ne vient pas. L'action, elle fait que 4-5 yards et ça passe pas. Mais de toute façon, j'ai revu le match en entier pour le coup, celui-là, et je pense qu'il y a un moment, il faut dire, ils étaient plus forts, quoi. Ils étaient mieux organisés, ils étaient, pour le coup, pas trop droits. T'as des regrets, t'as les boules, parce que tu te dis que t'es pas si loin, mais finalement, tu y es pas, quoi. Tu y es pas, et tu peux pas gagner. Mais d'ailleurs, moi, mon mauvais souvenir qui vient est lié à ce match-là, mais sans l'être, parce qu'en fait, c'est un peu un sentiment ambivalent. C'était sur l'instant un soulagement, et après coup un déchirement, et c'est une façon en fait de rendre hommage à Andy Reid. Quand je vais parler maintenant de ma déception, c'est que je me souviens t'as pas de la Dream Team cette saison à 8-8, Loïc. L'année d'après, ça se passe très mal, t'es éliminé des playoffs tout de suite, tu fais 4-12, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, et Andy Reid se fait virer. Et en fait, je suis content parce que je me dis, il nous fera pas gagner le Super Bowl. Je me souviens, mon premier sentiment, c'est ça. C'est, bon, bah voilà, allez, on passe à autre chose. Ras-le-bol, alors que en fait, c'est un caprice d'enfant gâté. Parce que comme vous l'avez dit, déjà rejoindre le Super Bowl, c'est hyper compliqué. Le gagner, c'est encore plus compliqué. Aller en playoff, c'est difficile. Et on y va tout le temps, en fait. Et donc, on supporte pas ce 4-12. Et ce 4-12, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après des années de frustration, de non-Super Bowl. Mais en fait, le bilan d'Andy Reid, il est magnifique. De 99 à 2012. Bien sûr qu'il manque cette victoire au Super Bowl. Peut-être qu'on aurait pu en jouer un deuxième. Au moins, les 2 sur les finales de conférence, voire 3. Mais aujourd'hui, j'en parle. L'éviction d'Andy Reid, voilà, c'est vraiment la fin d'une ère qui sera chaotique par la suite. Et ça, je laisserai à Loïc le soin d'en parler parce que c'est là où on se rejoint. Je voulais faire le préquel de ce qu'il va nous dire sur l'ère suivante, et un moyen de rendre hommage à Andy Reid et de relier à 2020, et vous dire que j'étais très heureux de sa victoire au Super Bowl cette année avec les Chiefs. Très heureux parce que d'avoir fait confiance à Patrick Mahomes, alors que c'était peut-être pas si évident, alors qu'il avait quand même un bon quarterback en place, bien solide. Je trouve que ce gars-là connaît le football comme peu de coachs connaissent le football. Ce gars-là a été inspirant pour beaucoup de coachs, dont le nôtre, dont Doug Peterson, qu'il y a, j'allais dire, la moitié des coachs aujourd'hui qui se revendiquent de l'héritage d'Andy Reid. J'exagère, mais il y a quand même beaucoup d'héritage pour un mec qui est encore sur le terrain. Vous voyez, c'est comme si on parlait d'un grand poète, d'un grand peintre, d'un grand réalisateur, mais souvent c'est après leur mort. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il marque la NFL, les coachs de la NFL de son vivant, et il est le dernier vainqueur du Super Bowl. Et ce gars-là, on l'a eu. Et il nous a construit des équipes phénoménales. Donc, j'en parle aujourd'hui comme d'un mauvais souvenir de cette séparation, parce que c'est un moyen de lui rendre hommage sur ces 13 saisons absolument dingues, où il y a eu beaucoup d'émotions. Et finalement, le foot, comme vous l'avez dit, comme ça joue à une action, le bilan, ça veut tout dire et rien dire. Bah, c'est un moyen de parler d'Andy Reid en lui rendant hommage,
parce qu'il a apporté beaucoup aux Eagles de Philadelphie. Il a formé des joueurs qui auraient sans doute pas eu les mêmes résultats s'ils n'étaient pas sous ses ordres. Des plans de jeu qui ont révélé des garçons comme Westbrook, tu vois, ça rejoint. C'est un moyen pour... J'avais bien vu ce que vous aviez mis, un moyen de faire le lien, vous voyez, un lien même entre tout ce qu'on a évoqué. Et je trouve que cette victoire au Super Bowl cette année, je vais aller loin là. C'est un peu celle de nos Eagles aussi, un peu quelque part, parce que le voir soulever un Super Bowl, c'est légitime. C'est triste que ce soit pas avec nous, mais c'est avec un gars qui a été formé à l'école Andy Reid. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que c'est le seul Super Bowl où j'ai vraiment supporté une équipe. C'est-à-dire qu'à part les Eagles, c'est la première fois dans un Super Bowl que j'avais vraiment une équipe où je voulais qu'elle gagne. C'est un tel plaisir de voir enfin Andy Reid récompensé. Il est, je crois, le 6e coach le plus victorieux de l'histoire de la NFL. C'était extraordinaire. C'est la séparation, c'est une séparation d'enfants pourri gâtés. C'est ah ouais, mais tu nous as pas fait 12-4 alors que 10 saisons d'avant on a fait 12-4. Oui, mais bon, il y a un moment. Non, j'exagère. Je vois Loïc. Non, mais Non, t'étais non, peut-être qui en commence cycle. à. Ouais, Voilà, non, voilà. mais oui, T'étais en fin de c'est une cycle, fin de et cycle. si Non, tu mais prends évidemment. les 4 dernières années sous Andy Reid, la saison 2010 avec Vic qui fait un truc incroyable, c'était un peu l'anomalie, puisque les dernières saisons sont Oui, je compliquées, hein. suis d'accord. Il y a Non, mais tout c'est un pour ça tas que je te de dis, décisions, C'est pour une ça que ex pour j'insiste, qui les on a garçons. beaucoup de tendresse En et on 10 est ans. très content qu'elle se soit mariée. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que Voilà. j'insiste en disant avec du recul. Parce que je pense que si tu me poses la question en 2012, je le mets pas en déception, je le mets limite en joie. Tu vois ce qui se passe, son enfant pourrait gâter. Et c'est pour ça que la maturité, les 8 ans et tout ce qu'on voit les années d'après font qu'on se rend compte que ça reste des beaux souvenirs et que cette séparation peut être quand même un déchirement. Mais c'est surtout un moyen de lancer Loïc sur une de ses déceptions, une des choses qu'il a pas aimées. C'est l'après, Andy Reid. Ouais, c'est pas les 2 premières années, ça allait, franchement, puisque sous Chip Kelly, les bilans étaient bons quand même. Les gens ont tendance à un peu oublier que les Eagles ont dû faire 2 saisons avec 2 victoires les 2 premières années, donc gagner 10 matchs en NFL, c'est pas évident, c'est compliqué, chaque année c'est un combat. Mais c'est surtout le fait qu'il soit devenu aussi general manager Eh oui. en 2014, où là, on a vécu une intersaison, en tout cas sentimentalement, très très compliquée. Parce que déjà, l'année d'avant, il y avait eu le cut de DeSean Jackson, mais là, il trade le Sean McCoy contre Kiko Alonso. Il signe DeMarco Murray en provenance des Cowboys alors qu'il était rincé. Et il trade Nick Foles pour Sam Bradford qui était blessé chaque année. C'est sans fin, quoi. Puis pareil, Jeremy McLean, au final, à la fin de la saison, il part gratuitement. Après, on apprend que les relations avec les joueurs, c'est n'importe quoi. Ça a été vraiment très très compliqué. Parce que justement, en tant que coach, il a eu des bons résultats au final. Il a réussi la première saison, il gagne la division. La deuxième, il est très bien parti aussi. Puis la fin de saison, C'est une cata, Au on perd final, tout à la fin. à la fin, ouais, mais tu finis quand même avec un bilan de 10 victoires, 6 défaites, je Oui, crois. Au mais tu final, dois, tu vas pas en oui, mais tu playoff. dois faire 13-3. Tu dois faire 13-3, Loïc. Ouais, mais après, tu vois, c'est quand même 10 victoires. Tu vois, quand Mm. tout tourne à l'envers et que tu finis avec 10 victoires, tu te dis quand même, c'est pas non plus un guignol comme coach. 10 victoires avec Marc Sanchez. Ouais, en plus, avec Sanchez. Marc Sanchez, ouais. Ouais. Et non, au final, c'est vrai que c'est une saison qui laisse un goût amer. Surtout du fait, comme on l'a déjà évoqué, tu passes de Jeremy McLean, de Sean Jackson et le Sean McCoy à DeMarco Murray, Riley Cooper et je sais plus quel autre guignol on avait en receveur. Non, mais il a tué l'équipe en 12 mois. Et Il au a final- tué l'équipe en 12 mois. Il a tué l'équipe, oui, mais en même temps, tu te rends compte qu'au final, ces décisions-là, même si elles ont été mauvaises, après ça a permis la reconstruction avec Howie Roseman et Doug Peterson. Et même si t'as eu des choix bidons comme Byron Maxwell ou Kiko Alonso, faut pas oublier que sans ces joueurs-là, tu ne fais pas le trade avec Miami en 2016 et tu ne peux pas avoir Carson Wentz derrière. Donc moi je vois D'accord, mais enfin- vois du positif dans le négatif de cette saison-là. Ouais. Si Serial Killer avait pas fait un meurtre de plus, on l'aurait jamais arrêté. Oui, bah c'est bien qu'on l'ait arrêté, mais enfin, il y a un moment, ça aurait été bien aussi qu'il tue personne, quoi. Enfin, non, mais Non mais cette logique, je la trouve terrible. Attends, mais le mec, moi, je lui pardonnerai jamais, dit Sean McCoy contre Kiko Alonso, mais enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi.
sur les 2 premières saisons, c'est pas si mauvais que ça et qu'on lui tombe dessus alors qu'il a fait ce qu'il a pu et plutôt bien avec ce qu'il avait. Mais il a tué l'équipe en une année en prenant que des mecs qui acceptaient de boire ses smoothies et en prenant DeMarco Murray qui était un mec. Mais DeMarco Murray, il ne fitait absolument pas au système. C'est pas contre le joueur. Limite, c'est pas contre le joueur. Il a été performant dans d'autres systèmes. Mais juste, DeMarco Murray, il allait tout droit. Enfin, je veux dire, il savait pas droite-gauche, il connaît pas, il va tout droit, d'accord ? Nous, on était dans un système où on avait besoin d'un Dishon McCoy, un mec électrisant qui va à droite, à gauche, qui bouge, qui machin. Tu te sépares de Dishon McCoy pour récupérer un cas social, et derrière, tu dis, je prends DeMarco Murray et je vais lui faire du droite-gauche. Non, mais il y a un moment, non. Enfin, il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Il est en train de détruire UCLA derrière. Moi, j'ai la double couche. Parce qu'en plus d'être supporter de Eagles, je suis supporter de UCLA. Et derrière, il est devenu coach de UCLA. Il est en train de me détruire mon université en plus. Mais comment les gars peuvent encore vouloir lui faire confiance ? Parce qu'à un moment, peut-être que d'autres vont s'en apercevoir que ça marche pas. Parce qu'en universitaire, il avait toujours été mais là, plutôt victorieux. Je veux dire, à ce moment-là, Björn Borg gagnera plus Roland Garros, tu vois. Ouais, bah écoute, des clubs dysfonctionnels, on en connaît. Pourquoi les Redskins, ils sont restés avec Snyder et son crew pendant des années ? Pourquoi les Giants, ils sont restés avec Duke Gettleman ? Enfin, il y a un moment, les équipes dysfonctionnelles sont dysfonctionnelles. Et UCLA fait partie des équipes dysfonctionnelles. Il y a eu un tournant dans sa carrière, c'est justement quand il a été nommé General Manager. Il a les Eagles, où là, c'est parti, mais n'importe comment, que ça soit la saison 2015 où il se fait virer à 1 ou 2 matchs de la fin. Après, il va aux 49ers, c'est catastrophique, il se fait virer au bout d'une saison. Et là, c'est pareil, il y a UCLA, comme l'a dit Victor, c'est catastrophique aussi. Hein. Ah, mais c'est quelqu'un qui a eu une très belle carrière avant. Mais alors derrière, enfin, je veux dire... Honnêtement, quand tu vois ce qu'il est devenu, enfin à part les fans d'Oregon, je vois pas qui garde de la sympathie pour ce mec. Enfin, la saison 2013 était quand même fun. On va pas l'oublier non plus. Hein. Rappelle-toi ce premier match à Washington avec le no-huddle là. Enfin, on était tous comme des fous. Mais c'est on a amené un pompier, on savait juste pas qu'il était pyromane. C'est juste ça le problème. Tiens, t'as la main, Victor, t'enchaînes ? Oui, bah. La dernière, c'est une petite déception, parce que finalement, la troisième, c'était un peu difficile de diversifier, mais c'est pour rappeler quand même que... Donc on a été des enfants pourri gâtés. Entre 2000 et 2010, on était globalement tous les ans en play-off, sauf 2 années. Et de 2011 à 2017, donc enfin de 2011 à 2016, puisque 2017, bon, ça se finit comme on le sait, on va quand même passer 6 saisons avec 5 fois les playoffs manqués, une seule qualification en playoffs. Donc certaines équipes seraient très contentes d'avoir une qualification en playoffs sur 6 ans. Nous, malheureusement, on n'a pas été habitués à ça. Donc ça a été assez difficile à vivre. Et en plus, on a connu donc une qualification en playoffs et un match un peu cruel. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'était face aux Saints aussi, sous Chip Kelly. Du coup, puisqu'on en parlait. C'est cette défaite 26-24... où à l'époque, bon, notre quarterback, c'est pourtant Big Dick Nick, qui fait, évidemment, Nick Foles, qui fait 23 sur 33, 195 yards, 2 touchdowns, alors que Breeze se loupe. Mais bon, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Encore une fois, comme face aux Panthers, on fait 2 turnovers qui sont terribles et qui, globalement, nous coûtent le match. En plus de souvenir, Mark Ingram nous marche un peu dessus. Et c'est un match, disons que c'est un match qui pourrait paraître anodin dans une autre période, mais dans une période où on n'allait plus du tout en play-off. Se retrouver en plus à 5 minutes de la fin, on repasse devant 24-23, on y croit vraiment. Et sur le retour de kick-off, c'est vraiment ce moment-là qui m'a marqué. C'est Darren Sproles qui à l'époque te Saints, toujours l'histoire qui se répète. Darren Sproles fait un super retour de 40 yards. Et Cary Williams, un de nos fabuleux joueurs de l'époque, se dit « Ah tiens, alors qu'il est taclé, enfin il est contenu, je vais lui prendre son casque. » Donc à partir du moment où il lui prend son casque, 15 yards.
Dans leur Dans camp, une situation un peu difficile, ils se retrouvent dans une situation où ils ont quasiment plus, alors j'exagère un peu, mais ils ont quasiment plus qu'à taper le feed goal. Donc voilà, c'est un moment un peu, Ouais, c'est vrai, t'as raison. c'est un moment un peu compliqué parce que c'est un match qu'on peut gagner. On passe vraiment pas loin et on avait un peu besoin de ça après des années un peu compliquées et finalement on perd cruellement sur un feed goal à la dernière seconde. c'est surtout l'adversaire parce que je crois que les Saints avaient jamais gagné un match de playoff à l'extérieur, hors dôme. Et là, bah, tu deviens la première équipe à paumer contre eux. C'est un match où on aurait mis beaucoup de sous en pariant sur une victoire, hein. Bon, je peux vous dire que j'aurais pu y aller, hein. Alors moi, je me souviens que je m'avais fait de l'argent sur ce match puisqu'ils avaient mis que les Eagles étaient favoris de 8 points. Mhm. Donc moi, je voyais les Eagles gagner, mais pas par 8 points. On est en playoff quand même. Les Saints, c'était une bonne équipe, donc Ils avaient un meilleur bilan que nous, hein. Bon après dans une division je qui crois. était bien différente. Mais... Ouais, la division était dingue. Eh les gars, il me reste un mauvais souvenir, mais je suis pas sûr que vous l'ayez vécu. Je sais même pas si vous étiez nés. Ouais. Ah bah, vas-y. À mon avis on était nés, mais vas-y essaye. Bon, c'est la transition 95-96 pour deux raisons. Ouais. On est en 95, c'est Railroads qui prend le coaching de l'équipe. Jeff Frelury est propriétaire des Eagles depuis 1 an à ce moment-là. Et c'est Randall Cunningham qui est le quarterback des Eagles de Philadelphie. Vous savez quand même que j'ai beau adorer Randall Cunningham, mais c'est un gars qui m'a fait aimer la NFL et les Eagles en particulier. J'ai découvert en préparant le podcast que son maillot n'était pas retiré du côté des Eagles. J'étais persuadé qu'il avait son 12 qui était retiré, mais le 12 de Randall Cunningham n'est pas retiré. Voilà, c'est incroyable ça. Malgré les qualifs en playoff et je crois les 4 Pro Bowl, je veux pas dire de bêtises. On n'a pas tant que ça quand même, tu vois, des gars qui ont des stats. Non, mais il y a forcément une raison derrière, c'est pas possible. Je sais pas trop, je vois pas pourquoi son départ aux Vikings pourrait. Bon, peut-être parce qu'il a joué un peu pour les Cowboys. Peut-être parce qu'il a joué pour les Cowboys. Ouais, mais bon, déjà, anomalie, vous partagez ce désaccord quand même. Le 12 devrait être retiré. Ah ouais, en effet, il est pas retiré. Ah non, il est pas retiré. Ouais, c'est scandaleux. Et je l'ai découvert, j'étais persuadé qu'il l'était, hein. Et là, en découvrant la liste des maillots retirés, donc ça, c'est un vrai coup de gueule découvert. Et donc, je vous ramène en 95 parce que, ouais, il est moins efficace, mais c'est encore un bon quarterback, il y a eu quelques blessures. Et donc, Railroads prend la direction des Eagles. On démarre lentement, on perd beaucoup de nos premiers matchs. Je crois que ça commence mal. Alors, moi, je peux pas, j'ai pas Internet à l'époque, hein, donc je découvre tout en décalage, quasiment d'une semaine, hein. Rendez-vous compte, c'est quand y a un magazine qui existe, qui s'appelle Sport Action à l'époque aussi, qui permettait de suivre le sport américain. Il y a même quasiment un mois de décalage pour avoir les résultats, hein. Après, il faut appeler les audiotels. Donc, c'est quand même un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, tu démarres, ta saison commence mal, et puis tu te mets à gagner, et puis tu finis à 10-6. Tu pars au playoff, t'exploses les Lions. Tu fais un gros match contre les Lions. Alors, j'ai retrouvé des VHS, des cassettes de ces matchs-là. Mais une fois de plus, faut bien vous rendre compte que je le vis pas en direct comme on le vit aujourd'hui. Tu vois les matchs 2-3 mois après quand tu te fais importer des cassettes VHS. Et puis il y a la défaite contre les Cowboys. Donc là évidemment on n'aime pas perdre contre les Cowboys. Donc c'est un double mauvais souvenir. Et il se trouve que cette défaite ce sera le dernier match de Randall Cunningham. Voilà, en tant qu'Eagles, parce que il sera mis sur la touche l'année d'après. Il y a Rodney Peete qui arrive, puis après il y aura Till Etmer. Alors c'est peut-être des noms qui vous disent rien pour vous, mais bon, Till Etmer c'est quand même un mec qui a été S-Man Trophy hein, aussi derrière, mais qui a fait plusieurs saisons en NFL dans plusieurs équipes. Ces gars-là ont porté les maillots des Eagles. Donc pour moi c'est très personnel. C'est la fin d'une ère. Comme dirait Joey Tribbiani dans Friends, this is the end of an era, avec le départ de Randall Cunningham. Et je rajoute l'année 96, parce que c'est cette année-là que les Eagles changent d'uniforme, que la couleur verte, on va dire un peu flashy, un peu vert clair disparaît pour un vert plus nuit, le Midnight Green, comme disent les Américains, qui est très beau. C'est pas une question, c'est juste que c'est toujours émouvant un changement d'uniforme. Et quand t'as grandi et que tu t'es pris d'affection pour une équipe, entre autres parce que tu trouvais leur maillot super beau, et ça m'avait mis un petit coup au moral. Donc voilà, ce sont des anecdotes et des souvenirs très personnels, mais cet enchaînement 95-96 qui derrière en plus te permettent pas avant 99 et l'arrivée d'Andy Green de vivre des belles saisons, parce que les saisons sont pas belles. Les campagnes 97-98 sont des 3-13, enfin t'es pas bien quoi, 6-9-1, c'est vraiment des moments pas terribles.
Et ben voilà, comme tu l'as dit, on est des enfants pourri gâtés parce qu'il y a une succession de belles saisons, que dans vos mauvais souvenirs, c'est toujours qu'une saison, alors qu'autour, il y en a 2 qui sont bonnes, 3 qui sont bonnes. Là, c'est quand même une succession de 3-4 ans assez mauvais, 3-4 années assez mauvaises, plus le départ d'un grand nom de l'équipe avant une reconstruction et la draft de Donovan McNabb. Voilà. Mais là, évidemment, ça vous parle pas, vous rebondissez pas, parce que là, évidemment... Non, mais après, pour rebondir sur ce qu'on te dit, c'est vrai qu'en tant que fan des Eagles, on est très exigeant. Généralement. Bien sûr, mais je trouve justement que c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est important ce qu'a dit Victor, c'est qu'on est gâté. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de fans, c'est peut-être pour ça aussi, on vous remercie qu'il y a autant de monde qui écoute les podcasts, et que c'est pas le cas de toutes les franchises. Voilà, donc c'est pas une America Team, mais en tout cas, c'est peut-être pas Pittsburgh, c'est peut-être pas les Cowboys, voire les Niners depuis l'époque Montana en France qui ont connu une grande période. Je rajouterais peut-être même les Dolphins pour le côté rigolo du logo et Dan Marino, mais quand même, c'est une franchise qui a une histoire folle et c'est bien que dans nos souvenirs, on remonte sur 25 ans quand même. Voilà. Ouais, mais c'est sur ce match-là où on se prend un trick play de Deion Sanders Ouais. qui marque un touchdown à la course. Enfin, je sais pas si... Oui, c'est à la course. Oui, bah je vois très bien. C'est une autre époque, mais de toute façon, c'est vrai que l'important, c'est aussi pour ça qu'on avait un peu réparti, pour essayer au moins d'avoir des souvenirs de 2000, de 2010, pour parler un peu tous les... Je pense la majorité des fans ont connu ces 2 décennies-là, enfin en tout cas une bonne partie. Et après, oui, on a globalement beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Alors oui, on n'a pas 6 bagues, hein. On n'est pas des Steelers. Mais tant mieux, sinon on serait lassé. On serait lassé, tu te dis. Là, on a l'espoir à chaque début de saison. Regarde, on a l'impression que Jalen Hurts va devenir MVP. Qu'est-ce qu'il y a? Puis on a ce côté improbable. Enfin, à chaque fois qu'on est favori, on se prend des tôles. À chaque fois qu'on n'est pas favori, on va au Super Bowl. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est surtout ces dernières années, c'est n'importe quoi. À chaque fois qu'on te sort un truc genre les Eagles n'ont plus que 3% de chance d'aller en playoff, tu sais que c'est qu'on y va. Regarde cette année, c'est une fois de plus le truc de fin. T'as plus de receveurs, Wentz te sort des matchs de dingue pour le leadership. Tu te dis c'est incroyable, on va peut-être le faire. Il se pète en playoff. Ben voilà, je trouve que c'est un bon résumé de tout ce qu'on vient de faire. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous raconter ces bons et ces moins bons moments des Eagles, mais dans tous les cas, ça reste des émotions. Donc que ce soit bon ou pas bon, il fallait bien une petite 1h15 pour en parler. On espère que vous avez voyagé avec nous, vous en avez profité et que vous n'hésitez pas à commenter sur le compte Twitter des Eagles tenu par Loïc. On lit vos commentaires évidemment et ça nous touche beaucoup ce nombre d'écoutes. On voulait vous remercier également pour votre fidélité à ces podcasts et on continuera à vous en offrir. Merci Victor, merci Loïc. Merci Greg. Merci Greg, merci à tout le monde. Et puis à très vite pour un nouveau Fly Podcast Fly. Salut à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.